16.2 imminente. OLED et pliable. De bout en bout. À l'épreuve des balles. Date butoir pour le Lightning. Jeudi 8 décembre 2022. François Le Truelic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 296. Bonjour à tous. iOS 16.2, ça n'est plus qu'une question de jours pour le système de l'iPhone et pour tous les OS Apple, puisque les release candidates sont désormais disponibles pour les développeurs. iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 et macOS Ventura 13.1. Alors François, quoi de neuf docteur ? Qu'est-ce que ces mises à jour vont apporter dans le courant de la semaine prochaine ? Probablement entre lundi soir et mardi. Écoute Benjamin, il y a pas mal de petites mises à jour plutôt sympas. Après, ça reste quand même une mise à jour mineure, hein. C'est pas une mise à jour majeure comme on a pu l'avoir j'allais dire en début d'année, excuse-moi, c'est ma déformation d'enseignant, au mois de septembre. Il y a quand même l'application Freeform qui était une petite application plutôt sympa qui vous permet de faire de la création de notes de différents éléments de manière plutôt rapide et plutôt sympa avec le doigt ou avec le stylet en fonction du périphérique que vous allez utiliser. C'est vrai que c'était un des trucs les plus sympas qui nous avait été présenté lors de la keynote de la WWDC. Ça a été repoussé à la 16.2. Moi, je pensais que ça mettrait encore plus de temps à arriver. Maintenant, ça reste une application. C'est pas non plus la révolution. Plein de petites applications que vous pouviez télécharger sur l'App Store vous permettaient de le faire. Maintenant, l'intérêt, c'est que c'est une application Apple. La petite nouveauté qui est plutôt sympa, mais on en a déjà parlé dans la quotidienne, c'est le fait de pouvoir chanter avec Apple Music. Je trouve ça plutôt cool. Vous allez directement avoir un karaoké d'intégrer. Bon, pour moi, la petite blague, c'est que il faut avoir la dernière Apple TV pour le faire. Je t'avoue que je comprends pas trop au niveau technique qu'est-ce qui peut pousser à devoir avoir cette version-là. Tu vas sur YouTube, tu lances du karaoké, t'as les mêmes trucs, quoi. Enfin voilà. Bon, après, j'imagine que c'est du Apple, donc ça doit être beaucoup plus joli, mais bon, il n'empêche. Il y a une petite couche de sécurisation en plus au niveau d'iCloud, au niveau des messages, etc. Il y a des nouveaux fonds d'écran, il y a quelques petites choses en plus. Maintenant, voilà, comme d'habitude, ça reste la release candidate, donc ça veut surtout dire que la dernière version devrait plus tarder à arriver. Logiquement, enfin la version définitive, on sait que généralement quand la release candidate arrive, il reste une semaine. Moi je suis sur la 16.2 depuis un petit bout de temps maintenant, vu que tu sais que j'aime bien jouer avec les bêtas, ça n'a pas changé ma vie. Et l'une des nouveautés, François, c'est cette petite nuance en ce qui concerne AirDrop. Quand on choisit d'activer AirDrop pour tout le monde, désormais il y aura une limite de 10 minutes avant que cette option ne se désactive. Ce qui est drôle, c'est que cette fonction est d'abord apparue en Chine à la demande des autorités chinoises et Apple va l'étendre au monde entier avec cette 16.2 et aussi avec la nouvelle version de Ventura. C'est plutôt pertinent parce que c'est vrai qu'on sait, moi ça m'est déjà arrivé, je pense que toi aussi dans le train ou dans des transports en commun, des gens qui s'amusent à scanner avec AirDrop et à t'envoyer n'importe quoi. On sait qu'il y a eu beaucoup de cas, même y compris d'envoi de photos intimes, et ça peut être dommage, en particulier je pense aux ados ou aux enfants qui pourraient avoir des iPhones. C'est toujours dommage, donc c'est bien que cette petite fonctionnalité-là soit active. Maintenant, il va falloir que les gens s'en rendent compte et les gens ne deviennent pas bêtes, entre guillemets, à se dire mais je comprends pas, j'ai activé l'option, elle est plus activée, etc. Je pense qu'Apple risque d'avoir quelques petits coups de fil sur la hotline en disant je comprends pas, ça se désactive tout seul. C'est normal. Bon, en même temps, c'est marqué, 10 minutes. C'est marqué. Oui, mais bon. Tu connais les utilisateurs. Ça vous dirait un MacBook Pro de 15 pouces OLED qui se déplie pour donner une surface d'affichage de 20,25 pouces. Une source parmi les fournisseurs en parle à The Elec et ce MacBook Pro serait pour 2026 ou 2027. En réalité, Apple aurait tout un calendrier à déployer avec des étapes successives. D'abord l'arrivée de l'OLED sur les iPad Pro en 2024, puis sur les MacBooks en 2025, avec ensuite un premier produit pliable qui serait un cousin de l'iPad mini. En revanche, un iPhone pliable serait exclu, Apple n'en voyant pas l'intérêt, François. Ah, ça me laisse un peu dubitatif. On sait que du côté des modèles pliables, Apple a clairement pas pris le train en marche. Je t'avoue que pas plus tard que le week-end dernier, j'ai rencontré la première personne qui avait un Galaxy Z Flip, tu sais, le petit téléphone à clapet. C'est la première fois que je voyais quelqu'un avec ce téléphone-là. Il y en a très peu. Ça a pas beaucoup de succès. Enfin, je pense qu'Apple s'y intéresse, mais Apple décide de ne pas en sortir. On verra. Maintenant, on sait qu'Apple aime bien attendre que tout soit arrivé à maturité, et en l'occurrence, c'est pas le cas. Non, l'idée du MacBook Pro pliable, c'est vrai que ça peut être intéressant. Depuis peu, moi je suis sur un MacBook Pro 14 pouces, c'est vrai que ça peut être un peu petit, mais le côté transportable est pratique. Donc s'imaginer déployer, on a vu qu'il y avait déjà des écrans roulables qui existaient.
Ça peut être plutôt sympa. Et puis l'iPad mini, imagine un iPad mini qui soit mini et que tu puisses déployer, qui devienne grand, ça pourrait être fun. Maintenant, on parle quand même à l'échelle de plusieurs années. Et on sait souvent qu'il y a des produits qui sont finalement remisés au placard, donc est-ce que ça arrivera vraiment? On verra. L'OLED sur les MacBook Pro, sans doute. Maintenant, tout ce qui est iPad pliable, etc., wait and see. Le FBI dit son inquiétude alors qu'Apple annonce la généralisation du chiffrement de bout en bout sur iCloud en 2023, notamment sur les sauvegardes d'appareils Apple, les messages et les photos. Craig Federighi l'a dit il y a quelques heures au cours d'un entretien avec le Wall Street Journal. Apple parle de protection avancée des données personnelles, un chiffrement qui ne sera pas par défaut mais qu'il faudra activer, des datas qui ne seront disponibles ni pour Apple, ni pour des hackers, ni pour les forces de l'ordre. Le FBI se dit profondément préoccupé par cette perspective qui risque de rendre ces enquêtes beaucoup plus difficiles. Apple avance des arguments comparables qui sont de protéger la population, François. Ah, c'est toujours un éternel débat. J'ai envie de dire Apple a raison, le FBI a raison. Apple a raison dans le sens où ça évite du piratage de données, ça évite que n'importe qui ait accès à ces données-là, mais de l'autre côté, c'est vrai que si le FBI est amené à mener des enquêtes, ça risque d'être problématique. Je suis partagé, je suis mitigé. Il y a la question des données personnelles, il y a plein de paramètres derrière. Maintenant qu'Apple le propose, c'est bien. Qu'Apple ne l'active pas par défaut, ça c'est un peu plus en mode, on laisse les utilisateurs décider, on leur laisse à disposition et chacun fait comme il le veut. Du coup, je pense que les gens qui ont des choses à se reprocher vont crypter et les gens qui n'ont pas de choses à se reprocher ne le feront pas. Donc au final, c'est comme si c'était activé pour tout le monde, je le trouve. Un nouveau brevet déposé par Apple, François, pour associer des verres correcteurs à de futurs Apple Glass. Celui-là, il est plutôt intéressant. Alors, je t'avoue qu'en particulier pour moi, qui ai des verres correcteurs, en fait, les lunettes seraient capables d'une sorte de scanner. En fait, il y aurait une sorte de code dessus et s'adapter en fonction du type de correction que la personne peut avoir. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il y a que l'audio sur la quotidienne, mais j'ai mes lunettes sur le bout du nez. C'est vrai que je vois un gros intérêt aux Apple Glass, justement. Et si en plus ça gère bien les verres correcteurs, ce serait encore mieux. Et je pense qu'Apple va mettre le paquet là-dessus. On aura peut-être droit à un modèle spécial Steve Jobs, sait-on jamais. Belle lunette ronde. Et puis 28 décembre 2024, on connaît enfin la date butoir officielle pour l'entrée en vigueur du chargeur unique USB-C dans l'Union européenne. Apple pourrait retarder la transition depuis le Lightning jusqu'à l'iPhone 16 qui devrait sortir en septembre 2024. Mais François, la tendance est plutôt à un changement de connectique dès l'année prochaine et donc sans doute dès l'iPhone 15. C'est vrai que ça fait partie des quasi-certitudes qu'on va avoir sur les iPhone 15 qui sortiront au mois de septembre. C'est aussi ce qui justifie certains commentaires qu'on peut lire à droite à gauche en disant les iPhone 14. C'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on risque de passer à l'USB-C assez rapidement. Mais je pense que là, Apple va être obligé de le faire. Et je trouve ça bien que pour une fois, ils anticipent. Le coup près tardera pas à tomber, mais s'ils peuvent l'anticiper un petit peu, ça fera un peu moins en mode on vous a obligé à le faire, vous l'avez fait vraiment au dernier moment. Je pense que même d'un point de vue communication, ce serait judicieux pour Apple de le faire dès le prochain modèle qui sortira déjà au mois de septembre 2023. La quotidienne iWeek revient demain.